Quand on pense à la puissance navale, on imagine tout de suite les grands amiraux, les batailles spectaculaires. Mais si la vraie force d'une marine se cachait ailleurs, souvent elle est dans les fondations, littéralement dans la pierre de ses ports. Aujourd'hui, on va justement s'intéresser à l'un de ces hommes de l'ombre, un de ceux qui a bâti cette puissance, Hubert de Champy. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait la force d'une marine, au fond? Eh bien, l'histoire de Champy, elle nous donne une réponse qui peut paraître un peu contre-intuitive. Une réponse surprenante. Tout commence à terre. Oui, dans les fondations même des ports. Alors, qui est-il, cet Hubert de Champy? C'est un nom qui, c'est vrai, ne dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui. Et pourtant, sa carrière, elle a été fondamentale. Il a, au sens propre du terme, bâti l'infrastructure qui a permis à la marine du roi Soleil de devenir ce qu'elle était. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut regarder ses débuts. Ses premières années sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont atypiques. Il a une double casquette, et c'est justement cette combinaison de deux compétences très différentes qui va être la clé de tout son succès. Regardez ça. En 1654, il entre dans la marine. Mais attention, comme commissaire, c'est un administrateur, un homme de bureau. Et puis, à peine 4 ans plus tard, hop, on le retrouve commandant d'un navire. Et encore un autre en 1662. C'est ça qui est fou. Ce n'est pas juste un gestionnaire. Il connaît la mer, il sait ce que c'est de commander un équipage. Et c'est précisément cette double expertise, administrateur et marin, qui va le mettre sur le devant de la scène pour son premier, on peut dire son premier immense défi. La création de l'arsenal de Rochefort. Un projet absolument colossal qui démarre en 1670 et qui va vraiment le mettre à l'épreuve. Sa mission, c'est simple à dire, mais c'était un truc de fou. Il fallait partir de presque rien, de marais, et en faire l'un des plus grands arsenaux d'Europe. On ne parle pas juste de construire quelques bâtiments, hein. Il s'agissait de créer de toutes pièces une véritable machine de guerre, une usine à navires capable de soutenir les ambitions du roi. Et alors qu'il est en plein chantier, depuis à peine 4 ans, tout bascule. Une menace, une vraie, apparaît à l'horizon. Une menace qui pourrait tout simplement réduire à néant tout son travail. C'est le moment de vérité. L'amiral hollandais Tromp débarque avec sa flotte pour attaquer. Et Champy se retrouve à devoir défendre un arsenal qui n'est même pas encore fini. C'est là qu'il prouve, sous le feu des canons, qu'il est bien plus qu'un administrateur. C'est un stratège, un vrai chef militaire. Et évidemment, après un tel succès à Rochefort, son nom est sur toutes les lèvres. Il a prouvé sa valeur. Il devient l'un des hommes de confiance, l'un des administrateurs les plus respectés de toute la marine. Et logiquement, ça va lui ouvrir les portes des plus grands postes. Et là, sa carrière s'accélère. Il gravit les échelons un par un. D'abord Le Havre en 76, puis Dunkerque en 80. Et enfin, le plus important de tous, Brest en 83. À chaque fois, ce sont des ports plus stratégiques, plus complexes à gérer, une véritable ascension. À Dunkerque, il y a un détail fascinant. Il travaille avec une légende, le corsaire Jean Bart. Et là, on voit bien son rôle. Jean Bart, c'est l'homme d'action, celui qui est en mer. Mais pour qu'il puisse faire ses exploits, il lui faut des navires bien équipés, prêts à partir. Et ça, c'est le travail de Champy. On peut dire que l'efficacité de l'un dépendait directement du génie de l'autre. Et on arrive en 1683. Champy reçoit sa dernière affectation, la plus importante de toutes, le couronnement de sa carrière, Brest. C'est le projet qui va définir tout son héritage. Il n'est pas juste directeur du port, non. Il est nommé intendant de la marine. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est l'autorité suprême. Il est responsable de tout. L'administration, la construction des navires, les fortifications, l'approvisionnement. C'est à la fois le PDG, l'ingénieur en chef et le général du port. Un pouvoir immense. Et sa mission là-bas est limpide, d'une clarté absolue. Il doit faire de Brest une forteresse. Il doit fortifier les approches et surtout ce fameux goulet, ce passage étroit qui est la clé de tout. L'objectif, rendre le port tout simplement imprenable. Et regardez la durée, il arrive en 1683 et il y reste jusqu'à sa mort en 1701. Ça fait 18 ans. 18 années de sa vie consacrée à cette seule et unique tâche monumentale. Il y a littéralement consacré le reste de son existence. Alors, au final, quel est son héritage ? Qu'est-ce qu'on retient d'une carrière comme la sienne ? Passer à construire, à organiser, à fortifier. C'est ça la vraie question. Son héritage, il n'est pas dans les livres d'histoire qui racontent les grandes batailles navales. Non. Son héritage, il est gravé dans la pierre. C'est l'arsenal de Rochefort qu'il a développé. C'est la défense de cette ville. C'est le soutien à des légendes comme Jean Bart. Et c'est surtout Brest, transformé en un bastion imprenable.
Pendant des décennies, chaque navire qui sortait de Brest devait sa survie et sa puissance à la vision et au travail de cet homme. Finalement, son histoire nous pousse à nous poser une question. Le cours du monde n'est pas seulement façonné par ceux qui sont sur le devant de la scène, par les guerriers ou les politiciens, il est aussi et peut-être surtout façonné par les bâtisseurs. Alors, ça amène à se demander, qui sont aujourd'hui ces architectes de l'ombre? Qui construit en ce moment même les fondations de notre futur?